Invité de la séquence interview de ce journal, Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Député des Yvelines, candidat de la primaire de la gauche et soutien de iTélé. Vous êtes allé soutenir, voir les grévistes la semaine dernière. Ce que peu de politiques ont fait jusqu'à maintenant. Comment vous expliquez ça ? 3 syllabes, beau, mollo, ré. Le monde politique est à la botte de Vincent Bolloré, sauf vous. Botte, mais... Non, pas sauf moi, mais je crois qu'il y a effectivement un calcul qui peut être fait par un certain nombre de responsables politiques qui consiste qu'il est plus coûteux pour eux de se fâcher avec M. Bolloré à court et moyen terme et qu'en conséquence de quoi, ils préfèrent rester silencieux. Mais ce qui est frappant, c'est que on est face à un groupe dont l'image, historiquement, est plutôt celle de la modernité, de l'innovation, de la drôlerie, de l'impertinence. Et on voit qu'en coulisses, c'est les bonnes vieilles méthodes en matière de précarité, une forme de brutalité, de mépris des salariés qui nous rapproche plus de ce qu'on a connu dans la première moitié du XXe siècle et encore que de la modernité, voilà. Alors Benoît Hamon, vous êtes candidat à la primaire de la gauche. Comment est-ce que vous réagissez à ce qu'a dit Jean-Christophe Cambadélis ce matin, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui a jugé que Manuel Valls était celui sûrement qui a aujourd'hui le plus de possibilités dans l'attente d'une décision de François Hollande. Si Hollande n'y va pas, ça serait plutôt Valls dans la bouche du premier secrétaire du PS ? Écoutez, c'est peut-être le choix du premier secrétaire du Parti socialiste. En tout cas, ce ne sera pas le mien. Et je pense que ce ne sera pas celui de nombreux électeurs de gauche. Vous êtes déçu par ce... Non, je n'attendais pas grand-chose de Jean-Christophe Cambadélis sur ce point. Je crois aujourd'hui que Manuel Valls est responsable de cette transhumance, cette migration du gouvernement sur les questions d'identité, sur les questions sociales, sur les questions du travail, qui a amené à ce qu'un gouvernement attendu à gauche se retrouve si solidement arrimé à droite. Et à ce titre, il ne me paraît pas le mieux placé pour assembler sa famille politique. Ludovic Piétenu a pas mal de questions pour vous, Benoît Hamon. Autre déclaration ce matin, celle de Jean-François Copé, qui, lorsqu'on lui a demandé tout à l'heure, c'était sur Europe 1, son avis sur le prix d'un pain au chocolat, a répondu peut-être 10 à 15 centimes d'euros. Bonjour Ludovic Piétenu. Bonjour Benoît. Chef du service politique de France Culture. On connaît ce genre de questions au détour d'une interview. Est-ce qu'il faut s'attendre à un retour du phénomène dans les mois qui viennent à la faveur de cette année qui s'ouvre ? Et cette question, qu'est-ce qu'on a collectivement à y gagner ? On n'y répondra pas aujourd'hui, mais c'est le genre d'erreur qui clairement disqualifie un candidat. La question vie quotidienne rendue célèbre par Jean-Jacques Bourdin sur RMC BFM TV. C'est maintenant au tour de nos confrères d'Europe 1, semble-t-il, de se placer sur ce créneau-là. Et les réseaux sociaux relaient la bourde avec force parce que c'est scandaleux, sans doute, parce que c'est drôle aussi et parce que c'est simple. Avant Jean-François Copé, il y avait eu cette année, on s'en souvient, Myriam El Khomri, la ministre du Travail, qui ne savait pas combien de fois était limité à un CDD. Ces questions, le renouvellement d'un CDD, ces questions ne font qu'enfoncer les portes ouvertes, la déconnexion des élites. Elles ne font que nourrir le désamour de l'opinion pour les responsables politiques, quand dans le même temps, un autre concept médiatique a fait son apparition. Et là encore, il y aurait injonction pour les politiques à s'y plier. L'émission de Karine Le Marchand, Ambition intime, émission à laquelle notre invité Benoît Hamon est pour l'instant le seul à avoir refusé de participer. Grand mal lui en a pris, semble-t-il, puisque cela crée la polémique, là encore largement relayée sur les réseaux sociaux. En réalité, comme le prix du pain au chocolat, ces polémiques sont inutiles car elles ne disent rien du fond, à part peut-être nous entraîner vers le fond. Benoît Hamon. Oui, vous résumez assez bien. On perd à tous les coups. Soit on y participe à ces émissions et elles ne diront rien de votre capacité à résister au lobby privé, à tenir vos engagements, à faire face à la lutte contre le terrorisme, à éviter de rajouter à une société fracturée de nouveaux clivages. Elles n'en diront rien. Ou alors vous n'y participez pas et vous êtes puni. Écoutez, c'est l'ère du temps. Comment, dans ce contexte, on porte des sujets sur le fond ? Comment vous arrivez à faire campagne, candidat à la primaire de la gauche ? À intéresser les médias, à intéresser l'opinion ? On est presque obligé de parier sur nos propres contenus, c'est-à-dire de développer nos propres médias et nos propres contenus pour essayer de faire entendre des propositions, des solutions dont on voit bien qu'elles ont du mal à percer dans les formats classiques qui nous sont proposés. Je ne dis pas que toutes les émissions ne permettent pas de développer des idées, mais aujourd'hui c'est vrai que c'est
plus difficile et qu'on est vite ramené à l'écume des choses. C'est intéressant ce que vous dites sur les médias, on va dire, personnels de chaque candidat. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui a lancé sa télé, Marine Le Pen qui vient de faire de même. Donc vous par exemple, vous allez relayer votre campagne en utilisant Internet Voilà, à fond. c'est d'abord la une finance, formidable liberté et opportunité que de pouvoir développer ses propres contenus. Mais si je veux parler demain des politiques de santé, de la meilleure manière de prévenir les maladies chroniques, plutôt que de ne parler que de l'organisation du système de santé, ça n'intéressera pas grand monde. Et il faut que je développe mes contenus. Si je veux parler demain d'écologie, de ce qui se passe autour de la pollution de la mer Méditerranée, du fait qu'on respire un air vicié, de la nécessité de demain de mettre en œuvre des politiques en matière de protection de l'environnement qui justement nous préservent d'un cadre de vie qui soit néfaste à notre santé, je suis obligé de développer mes propres contenus. Si je veux parler du CETA ou du revenu universel d'existence, c'est mieux de développer mes contenus. En tout cas, ça complétera utilement ce qui nous est proposé, ce qui ne veut pas dire que tous les médias ne s'intéressent pas au fond, mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui finalement de concentrer la campagne sur ces questions. On vous a entendu, il y a un marqueur qui semble-t-il est en train d'apparaître dans votre campagne, c'est le revenu de base. Je dis un marqueur qui est en train d'apparaître parce que vous n'êtes pas nombreux sur ce terrain. Il y a les écologistes, Michel Rivasi, Yannick Jadot, dans la primaire de l'écologie, qui proposent un revenu universel. En quoi ça consisterait, Benoît Hamon Ça change combien ça coûterait radicalement aux notre finances rapport publiques au travail. C'est une nouvelle protection sociale puisque chaque personne majeure en bénéficierait, ce qui amène à se retrouver dans cette situation où, parce que vous avez votre revenu d'existence en plus de votre salaire, vous pouvez changer votre rapport au travail, décider de travailler moins, le cas échéant accompagner un parent dépendant, un enfant en situation de handicap, faire face à l'arrivée d'un enfant dans un couple. C'est une autonomie supplémentaire. Beaucoup de jeunes se préparent aujourd'hui à une société dans laquelle ils vont changer de métier, changer de carrière, vont avoir besoin de se former, avoir besoin de temps pour créer leur propre activité, un jour être travailleur indépendant, un jour salarié. Et pour cela, ils ont besoin aujourd'hui d'une sécurité ou d'une autonomie nouvelle. C'est pas un hasard si dans les salles où l'on parle du revenu universel d'existence, on trouve essentiellement des jeunes actifs, parce que je crois qu'ils ont bien compris la société qui se prépare. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aspire à cette nouvelle protection sociale organisée autour du revenu universel d'existence. Ce serait près de 500 € par mois pour tous les adultes. Pour qu'on puisse être vraiment autonome, il faut même envisager que ce soit 750 € et plus. Comment le financer? C'est évidemment une question sérieuse. Et moi, je pense que dans une société où le travail se raréfie, et réjouissons-nous de la révolution numérique qui va nous permettre que l'humanité produise tout ce dont elle a besoin avec moins de travail humain nécessaire. Formidable, sauf si nous n'arrivons pas à maîtriser cette transition-là. Et pour la maîtriser, il me semble que là où des robots, des machines, des algorithmes produisent à la place des hommes, il est légitime que ces robots, ces machines, ces algorithmes contribuent par la richesse qu'ils créent au financement de ce qui nous protège, de ce qui améliore notre vie à nous, êtres humains. C'est la raison pour laquelle j'aspire à ce que la fiscalité demain prélève davantage sur la richesse créée par des machines que sur la richesse créée par des hommes. Donc dans cette campagne, vous avez envie de parler de travail, vous avez envie de parler d'écologie. Est-ce que ce sont deux valeurs importantes à défendre pour éviter l'alternance qui semble sonner pour certains comme une évidence? Aujourd'hui, elle est probable. Et je pense que nous sommes dans un moment où on a besoin de remettre les choses à l'endroit à gauche. S'il y a tant d'incertitudes, si la situation apparaît tellement désarmante quand on entend les points de vue des uns et des autres. C'est la dépression collective. Oui, c'est que les choses ne sont plus tout à fait à leur place. Et il me semble que pour les remettre à l'endroit, il faut reparler de ce que vivent les Français. Et de ce que vivent les Français, c'est dans leur situation au quotidien. Ils ont un travail ou n'en ont pas. Ils ont un logement ou n'en ont pas. Ils ont accès aux soins correctement ou pas. Ils considèrent que l'éducation correspond à l'idée qu'ils se font de l'épanouissement de leur enfant ou pas. C'est à partir de cela qu'il faut démarrer, me semble-t-il, et dire de quelle manière nos valeurs se déclinent aujourd'hui. Moi, je pense qu'on vit une vraie transition de notre modèle de développement, de notre modèle démocratique, de notre modèle social, de notre rapport au travail. C'est à partir de là qu'on doit reconstruire une offre politique de gauche. Donc vous ne vous désisterez pas à cette primaire de gauche, vous êtes bel et bien candidat, contrairement à ce que Marie-Noëlle Lienemann... Elle a démenti, je crois. Elle a démenti depuis le JDD, où elle disait hier, effectivement... Oui, puis bon, mais moi... Je pourrais ne pas y aller si... Je le répète, je pense que dans cette période un peu difficile... C'est pas du témoignage, de se battre jusqu'au bout pour ces idées.